Est-ce que si j'ai des hauts et des bas, je suis bipolaire? Qu'est-ce que réellement la bipolarité? Et quels sont les traitements? Je m'appelle Estelle, je suis interne en médecine spécialisée en psychiatrie et sur cette chaîne, je vous partage du contenu autour de la santé mentale. On a souvent tendance à utiliser le terme bipolaire dans le langage courant alors qu'il s'agit d'un trouble en psychiatrie. Le trouble bipolaire se caractérise par des changements pathologiques de l'humeur, de l'activité et de l'énergie. On va de suite redétailler ces symptômes du trouble bipolaire, mais concrètement, ils peuvent être augmentés et c'est ce qu'on appelle la manie, ou diminués et il s'agit de la dépression. Typiquement, l'entrée dans le trouble bipolaire se fait entre l'âge de 15 et 25 ans. Ce trouble est rare chez l'enfant, à environ 0,1% et un peu plus fréquent chez l'adolescent, à plus de 1%. L'origine de ce trouble, et comme pour beaucoup de troubles en psychiatrie, est multifactorielle, c'est-à-dire qu'on prend à la fois des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. On dit que c'est une maladie chronique car les récidives sont à près de 60 voire 80% à 2 ans d'un premier épisode. En tout cas, selon l'OMS, le trouble bipolaire fait partie des 10 maladies les plus invalidantes et coûteuses au plan mondial. On va maintenant décrire plus précisément les symptômes qui caractérisent le trouble bipolaire sur les deux polarités. Tout d'abord, le syndrome maniaque, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le fait de qualifier quelqu'un de maniaque quand il aime bien le rangement. Le syndrome maniaque est défini par la persistance dans le temps d'une augmentation de l'humeur, de l'énergie et des activités que fait l'individu. Pour vous donner une image plus représentative, on peut comparer quelqu'un qui a un syndrome maniaque à une pile électrique. Tout va globalement trop vite dans les actions et dans la tête. Et ce qui est très difficile pour le patient qui est dans cet état-là, c'est qu'il ne perçoit pas forcément les conséquences négatives qui peuvent être induites par cet état, puisque ça lui permet de faire plein de choses et d'avoir l'impression d'avoir plein de projets. Le problème, c'est que cela entrave gravement le bon fonctionnement de l'individu, a de réelles conséquences pour sa santé et sa sécurité, comme on va le voir juste après. En tout cas, cette difficulté qu'a le sujet à percevoir son état pathologique correspond à ce que l'on appelle la faible conscience du caractère pathologique des troubles ou anosognosie. L'installation de ce syndrome peut être brutale ou progressive, avec ou sans facteur déclenchant, et en tout cas on sait que le facteur déclenchant le plus courant correspond à une altération du sommeil et donc souvent une réduction de la quantité de sommeil qui peut induire des états maniaques. Pour que ce soit plus clair, on va distinguer les symptômes du syndrome maniaque en 3 grandes catégories. Tout d'abord, on va avoir ce que l'on appelle les perturbations psychoaffectives. Cela correspond à une humeur qui est élevée, mais de façon expansive, exaltée et euphorique, même si parfois cette euphorie peut être remplacée par une irritabilité. L'individu peut passer du rire aux larmes, avoir des émotions très versatiles, et c'est ce que l'on appelle la labilité émotionnelle. Il va être très sensible à la moindre stimulation, c'est l'hyperesthésie, et à l'ambiance de l'environnement que l'on appelle l'hypersyntonie. La pensée peut aussi être perturbée avec une augmentation de l'estime de soi, avec parfois même des idées de grandeur, pouvant aller jusqu'à des idées délirantes mégalomaniaques. Dans ce cas-là, on parle d'idées délirantes congruentes à l'humeur, puisque quand je me sens en pleine forme, je me sens tout puissant et capable de tout achever. La deuxième grande catégorie dont on va parler comprend les perturbations psychomotrices. Dans cette catégorie, on va retrouver des perturbations du cours de la pensée, notamment ce qu'on appelle des accélérations, avec des accélérations des idées, c'est la tachypsychie. Il peut y avoir des pensées diffluentes, une fuite des idées, c'est l'impression que les idées fusent. Le sujet peut passer du coq à l'âne, c'est-à-dire parler d'une idée et d'un coup on parle d'un autre sujet sans voir le lien logique entre les deux éléments. La personne dans son discours va faire preuve de ludisme avec par exemple des jeux de mots ou des associations par assonance, de voyelles par exemple. En termes d'altération cognitive, on peut retrouver une hypervigilance, une distractibilité, des altérations au niveau de l'attention et la concentration. Et enfin sur le plan moteur et comportable, ce sont souvent des individus qui sont agités ou instables sur le plan physique. Mais c'est une hyperactivité qui est finalement souvent stérile, à l'inverse de la perception du sujet qui a l'impression de pouvoir réaliser plein de choses. Finalement il est tellement parasité par toutes les pensées qui vont très vite et les mouvements du corps qui sont désorganisés que ça ne lui permet pas concrètement de faire quelque chose de productif. En tout cas, le sujet, lui, aura l'impression d'avoir une augmentation de son énergie et essaiera d'engager plein d'activités, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan social, sexuel. Et tout ça peut donc conduire à des mises en danger. Ils peuvent avoir une logorée, c'est le fait de parler beaucoup, et aussi une tachyphémie, qui est le fait de parler très vite, un peu comme moi d'ailleurs. Ils peuvent aussi avoir une hypermimie, donc une augmentation des expressions du visage, et globalement une désinhibition, c'est-à-dire un contact très familier avec des personnes qu'il ne connaît pas forcément. La troisième grande catégorie de symptômes correspond aux perturbations physiologiques. Dans cette catégorie, on retrouve en premier lieu des altérations sur le plan du sommeil, avec notamment une perturbation des rythmes circadiens, une insomnie qui est partielle ou totale, mais en tout cas au moins une réduction du temps de sommeil, mais avec absence de fatigue. Il peut aussi y avoir des perturbations des conduites alimentaires avec soit diminution des apports parce que manque de temps, assez d'énergie, donc pas besoin et oubli de prendre à manger. Ou à l'inverse, parfois les patients laissent libre cours à leur impulsivité et donc sont en hyperphagie.
Et troisième point, des perturbations aussi sur le plan sexuel avec possiblement une augmentation de la libido. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le syndrome maniaque est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique et souvent, même pratiquement systématiquement, nécessite une hospitalisation. En effet, il peut conduire à des risques graves avec troubles du comportement, la recherche de sensations fortes, des conduites à risque sexuel, des achats inconsidérés, la consommation de substances psychoactives. Et on rappelle aussi que le sujet n'a pas conscience du caractère pathologique de ce trouble, ce qui rend la prise en charge bien plus difficile. Avant de passer à l'autre polarité plutôt dépressive du trouble bipolaire, il faut qu'on parle du syndrome hypomaniaque. Le syndrome hypomaniaque est caractérisé aussi par une augmentation de l'humeur, de l'énergie et des activités, mais de façon atténuée par rapport au syndrome maniaque, et il doit s'inscrire dans le temps pour une durée au minimum de 4 jours consécutifs. Ce qui diffère avec le syndrome maniaque, c'est que la symptomatologie et le retentissement fonctionnel sont moindres. Mais bien que le tableau clinique soit d'intensité moins sévère, il s'agit quand même d'un état pathologique avec rupture de l'état antérieur chez le sujet et nécessite quand même la mise en place d'un traitement, bien qu'il n'y ait pas forcément besoin d'une hospitalisation. La description sémiologique du syndrome dépressif maintenant va beaucoup ressembler à la présentation que je vous avais faite sur la dépression et donc je vais reprendre simplement les éléments clés et je vous redirige vers cette vidéo pour avoir tous les éléments qui caractérisent un syndrome dépressif. Il existe bien sûr quelques différences entre l'épisode dépressif caractérisé dans le cadre d'un trouble dépressif unipolaire et un trouble bipolaire. Mais très grossièrement, je vais vous faire un rappel des symptômes de la dépression en utilisant les trois mêmes catégories que tout à l'heure. Tout d'abord, par rapport aux symptômes psychoaffectifs, on retrouve une tristesse pathologique de l'humeur avec une perte de plaisir et d'envie et possiblement une idéation suicidaire. Un ralentissement sur le plan psychomoteur est plutôt retrouvé à l'inverse de l'épisode maniaque, associé à plutôt une bradypsychie, c'est-à-dire des pensées qui sont ralenties. Et sur le plan physiologique, des troubles du sommeil qui peuvent être globalement similaires puisqu'on retrouve quand même souvent une insomnie chez les personnes avec une dépression et aussi une perte d'appétit. Mais encore une fois, sur les formes bipolaires, on peut parfois retrouver des petites particularités, à savoir des patients qui ont plutôt une hypersomnie, ce qui est assez peu courant chez les patients qui ont une dépression unipolaire ou même une hyperphagie. En tout cas, pour que ce soit plus clair par rapport à la dépression, si un sujet présente un épisode dépressif caractérisé isolé, on part plutôt sur un diagnostic de trouble unipolaire. Puisque si la personne n'a présenté qu'un seul trouble de l'humeur à type de dépression, on ne peut pas savoir d'avance si ça va s'inscrire dans le cadre d'une dépression bipolaire. Puisque pour savoir si un épisode dépressif s'inscrit dans un trouble bipolaire, il faut que la personne ait eu à minima un épisode hypomaniaque. Parlons donc maintenant du diagnostic du trouble bipolaire. Et pour ça, on va commencer par distinguer deux types de bipolarité. La bipolarité de type 1 peut se diagnostiquer s'il y a eu au moins la survenue d'un épisode maniaque. Et cette distinction est très importante puisque le diagnostic d'un trouble bipolaire de type 1 peut se faire sur l'unique présence d'un épisode maniaque sans qu'il n'y ait jamais eu d'épisode dépressif caractérisé. Il peut y avoir eu d'autres épisodes hypomaniaques aussi, mais en tout cas, pour porter le diagnostic, il faut au moins un épisode maniaque. Mais bien sûr, avant de poser ce diagnostic, il faut avoir éliminé toutes les causes de diagnostic différentielles, comme par exemple la consommation de toxiques ou des causes iatrogènes ou encore somatiques qui pourraient expliquer un état maniaque. Par exemple, on sait que la prise de corticoïdes peut favoriser les états maniaques. La différence avec le trouble bipolaire de type 2, c'est que pour poser ce diagnostic, il faut qu'il y ait eu un ou plusieurs épisodes hypomaniaques et un épisode dépressif. Donc à l'inverse du trouble bipolaire de type 1 où on avait plutôt des épisodes maniaques, le trouble bipolaire de type 2 se caractérise par des épisodes hypomaniaques, mais il faut qu'il y ait absolument eu au moins un épisode dépressif caractérisé. Donc au total, un psychiatre pose un diagnostic de trouble bipolaire en fonction des symptômes qui ont pu être observés et les classe entre trouble bipolaire de type 1 ou 2. Et si vous souhaitez approfondir un peu les items de la clinique du trouble bipolaire, vous pouvez retrouver tous les critères diagnostiques bien définis dans le DSM-5. Pour que ce soit bien clair en termes de temporalité, pour le syndrome maniaque, il faut que les symptômes soient présents pendant plus d'une semaine. Pour le syndrome hypomaniaque, il faut que ce soit pendant 4 jours. Et pour le syndrome dépressif, il faut que ce soit pendant 2 semaines. Petite précision, comme on avait pu l'évoquer dans la vidéo sur les épisodes dépressifs caractérisés, parfois les épisodes, que ce soit maniaques, dépressifs, peuvent avoir des caractéristiques particulières, notamment des caractéristiques psychotiques, c'est-à-dire la présence d'idées délirantes, qu'elles soient congruentes ou non à l'humeur. Il peut aussi y avoir des caractéristiques dites mixtes
Et donc là, ça correspondrait au fait que à la fois des symptômes maniaques et des symptômes dépressifs soient mêlés et présents un peu en même temps dans la présentation. Puisque vous l'aurez bien compris, quand on parle d'un épisode dépressif ou d'un épisode maniaque, il faut que ce soit bien limité dans le temps et les deux épisodes n'arrivent pas en même temps. Parfois, ils peuvent se succéder. Dans le cadre par exemple d'un épisode dépressif avec des caractéristiques mixtes, la personne présenterait aussi des symptômes maniaques, donc par exemple une agitation, une accélération. On va maintenant aborder la question de la prise en charge des troubles bipolaires. Comme on a pu l'évoquer précédemment, l'épisode maniaque est une urgence médicale et va nécessiter une hospitalisation dans la majorité des cas avec mise en place d'un traitement de fond et de crise. Comme généralement ces individus ont du mal à se rendre compte du caractère pathologique du trouble, il est parfois difficile de les prendre en charge et de les convaincre de la nécessité d'une hospitalisation, donc il faut parfois avoir recours à une hospitalisation sous contrainte. L'épisode dépressif caractérisé peut être pris en charge en ambulatoire, sauf si présence de critères de gravité après évaluation par le psychiatre. En tout cas, les éléments qui déterminent le plus la nécessité d'une hospitalisation sont le risque auto-agressif ou le risque hétéro-agressif, donc un risque suicidaire élevé par exemple, ou des mises en danger de l'individu qui engageraient un risque pour son intégrité physique. Et dans l'autre cas, des troubles du comportement qui, en plus d'avoir des conséquences délétères pour le sujet, pourraient en avoir pour autrui. Maintenant, en termes de traitement médicamenteux, dans le cadre d'un épisode maniaque, si l'individu avait pour X ou Y raison un traitement antidépresseur, il faut absolument l'arrêter puisque c'est un facteur qui fait décompenser un épisode maniaque. Et en effet, il y a beaucoup de troubles bipolaires qui se révèlent chez un individu qui avait par exemple fait un épisode dépressif isolé, qui a reçu un traitement antidépresseur et qui réagit mal à ce traitement et décompense une forme d'épisode maniaque. Et donc, on va pouvoir parler, si c'est un épisode maniaque, d'un trouble bipolaire de type 1 et si c'est un épisode hypomaniaque, d'un trouble bipolaire de type 2. Donc une fois qu'on est sûr qu'on est dans le cadre d'un trouble bipolaire, le traitement de première intention est le lithium. Le lithium ou théralite est le chef de file de la catégorie des traitements dits thymorégulateurs. Et en seconde et troisième intention, on peut retrouver notamment des anticonvulsivants et des antipsychotiques. Il existe plein de subtilités de quelles molécules introduire selon la polarité de l'épisode en cours, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail dans cette vidéo. En tout cas, pour nuancer un peu mes propos, s'il y a un épisode dépressif dans le cadre d'un trouble bipolaire qui est résistant à tous les traitements qu'on a pu citer, il peut dans certains cas être possible de mettre en place un traitement antidépresseur, mais jamais en monothérapie et toujours sous couvert d'un suivi régulier avec un psychiatre. Pour conclure, le trouble bipolaire est un trouble psychiatrique avec une symptomatologie très riche, comme vous avez pu le voir. Il nécessite bien sûr un suivi régulier avec un psychiatre et la prise de traitement au long cours en tant que maladie chronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu autour de la santé mentale.